Une décision irrévocable. On va faire entrer Pierre Jouvet. Merci d'avoir accepté notre invitation tardive. Député européen, Parti socialiste. Donc vous allez y aller jeudi matin, je crois, mais ça ne servira pas à grand-chose. Si, c'est un rendez-vous de courtoisie républicaine. Le Premier ministre invite les responsables politiques. Nous irons le voir pour partager aussi nos orientations, nos solutions, lui donner nos désaccords, et sur le fond et sur la méthode. Parce qu'il y a une question de méthode qui est posée dans ce qu'a amené François Bayrou. Il aurait pu discuter un budget. Il aurait pu, pendant le mois qui vient de s'écouler et pendant tout le mois de septembre, essayer de discuter. C'est ce qu'il essaye de faire en ce moment. Et sauf qu'il a posé une question qui est une question de confiance dans la politique qu'il a menée et qu'il conduit, et dans la confiance qu'il veut proposer sur l'orientation budgétaire. Donc nous ne pouvons pas partager, et il est évident, Olivier Faure l'a rappelé il y a quelques heures sur votre plateau, cette décision est irrévocable. Mais maintenant, il faut se tourner vers la suite et trouver des solutions. Et je crois qu'on est là pour réfléchir aussi à la façon dont on peut trouver des solutions. Comment trouver des solutions, justement juste peut-être qu'on peut écouter Marine Tondelier quand même. Là-dessus, elle vous lance un appel, Marine Tondelier. Ce soir, elle appelle à une grande réunion de toute la gauche. On écoute la patronne d'Europe Écologie Les Verts. Je donne rendez-vous à toutes ces personnes, qu'elles soient politiques ou de la société civile ou des experts, etc. Jeudi, j'en parlais encore tout à l'heure avec Lucie Castet, on s'est dit que jeudi, ça nous laisse le temps un peu de préparer avec les uns et les autres, il fallait qu'on se retrouve, qu'on se mette dans une pièce et qu'on prépare la suite. Tous les scénarios qui peuvent arriver après le 8. Qu'il y ait une dissolution, qu'il y ait une nomination de quelqu'un plutôt de la gauche et des écologistes ou de quelqu'un d'autre. Il y aura qui dans la pièce ? Il y aura qui dans la pièce ? Une destitution aussi. Et ben, il y aura ceux qui viennent. Moi, j'invite tout le monde, je ne fais pas d'exclusion. Je pense que c'est fini l'heure des exclusives et que ce jeu-là est une impasse pour tout le monde. Qu'est-ce que vous lui répondez à Marine Tondelier? Vous irez à cette réunion? Mais écoutez... non mais c'est une vraie question. Oui, mais c'est une vraie question, mais on se parle tous les jours avec Marine Tondelier. Enfin voilà, il y a un moment... Alors justement, donc vous étiez au courant que cette réunion on va arrêter de faire semblant, puisque vous avez eu beaucoup de commentaires sur la classe politique, ce que je peux comprendre, elle ne donne pas toujours une belle image. Au Parti socialiste, on a une orientation qui a été donnée clairement ce week-end. On dit à la fois, on a fait des propositions à la fois sur le budget et surtout, je vais y revenir parce que c'était le débat précédent avant que j'arrive sur votre plateau, surtout sur la méthode. Nous, on dit une chose simple, il n'y a pas de majorité, il n'y en aura pas plus demain. Le sondage qui a été fait hier pour le journal La Tribune dimanche le démontre. Même s'il y avait une dissolution, il n'y aurait pas plus en cas de nouvelles majorité. Les élections législatives, peut-être qu'on peut voir le tableau. C'est le RN et UDR d'Éric Ciotti qui arrivera en première position avec un peu plus de 31% des voix, suivi de la gauche. Même avec une alliance de tous les partis de gauche, dont LFI, vous seriez à 23%. Donc, aujourd'hui, on doit sortir de cette situation de blocage. La Ve République a été habituée au fait majoritaire. Bruno Jeudi le rappelait à juste raison. Ce fait majoritaire n'existe plus. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà une tripartition de la vie politique qui est totalement installée aujourd'hui dans le pays, et qu'aujourd'hui vous avez une assemblée dans laquelle on ne fait pas fonctionner le parlementarisme. Nous disons, nous, et c'est l'offre que nous mettons sur la table, si le président de la République décide de nommer un ou une première ministre de gauche à Matignon, nous nous engageons à ne pas utiliser le 49.3. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous laisserons le débat parlementaire se faire, que nous laisserons les débats se mettre en œuvre, et qu'ensuite ce sont les choix démocratiques des Français qui auront voté et qui ont voté à l'Assemblée nationale pour cette Assemblée nationale qui seront dictés. Ça, c'est une démocratie mature. C'est une démocratie qui Et vous existe espérez que le bloc Allemagne, central macroniste, dans ce cas-là, ne vous censure pas? Eh bien oui, parce qu'en fait, nous disons une chose simple au bloc central. Le bloc central appelle matin, midi et soir à la responsabilité de chacune et de chacun. Mais moi, j'appelle à leur responsabilité. Enfin, ils ont mis le pays dans la situation de blocage politique dans laquelle nous nous trouvons. Ce n'est pas moi qui ai appuyé sur le bouton de la dissolution. Les Français ont voté, ils ont voté, ils ont fait des choix et des orientations politiques sans majorité absolue, mais avec des choix d'orientation qui sont des choix d'orientation qui donnent... Jean-Marc Sylvestre. L'arithmétique, vous la connaissez. Pour que ça puisse fonctionner, un éventuel gouvernement avec Olivier Faure à la tête... Ça veut dire qu'il faudrait que, en gros, des écologistes jusqu'au LR, puisque c'est plein de groupes pas très fournis quand même, qui se réunissent derrière Olivier Faure. Vous croyez que c'est crédible, ça ? Ce que je crois crédible, c'est que nous ferons des propositions. Le gouvernement fait des propositions à l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale travaille, qu'on laisse travailler l'Assemblée,
sans bloquer le travail parlementaire, donc sans faire usage du 49.3. Ensuite, il y a un débat parlementaire, il y a des compromis parlementaires. Je suis député européen, vous l'avez rappelé. On fonctionne comme ça tous les jours au Parlement européen. Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec Mme von der Leyen. Vous avez des lignes rouges qui, d'emblée, vous devez les abandonner. Vous mettez des lignes rouges, vous les fixez, et ensuite, c'est la négociation parlementaire. C'est ce qui se passe dans toutes les démocraties mais sauf que les lignes rouges de chacun des partis se croisent complètement. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, en réalité, vous ne pouvez même pas négocier puisque votre ligne rouge à vous sera l'impératif du parti d'en face. Donc à partir de là, comment est-ce que vous pouvez... Je comprends tout à fait votre logique, mais on se trouve dans une situation où les propositions des uns sont l'exact inverse des propositions des autres. Les uns veulent réduire la dépense publique, vous diriez c'est de la casse sociale. Non, puisque d'ailleurs nous avons fait des propositions... Augmenter les recettes de l'État, la droite vous dira mais non, c'est du matraquage fiscal. Oui, mais en réalité, personne n'est d'accord. Regardez, M. Barnier est tombé au bout de quelques semaines. M. Bayrou va tomber au bout de quelques mois. On a un président de la République qui essaye coûte que coûte de maintenir sa politique alors qu'il n'a plus de majorité. Nous lui disons aujourd'hui, pour la stabilité du pays, pour la stabilité des marchés, vous en parlez de manière régulière. Mais si vous avez un gouvernement de gauche, les marchés ils ne seront pas, pas très satisfaits. Ils seront certes insatisfaits. Mais qu'est-ce que les marchés détestent? Qu'est-ce que les marchés détestent le plus? L'instabilité politique. À quel moment est-ce que le spread et à quel moment est-ce que les taux d'intérêt augmente de manière forte le 10 juin au matin 2024. Attendez, arrêtons-nous un instant sur cette hypothèse. Arrêtons-nous un instant sur cette hypothèse. Donc, un gouvernement mené par un Premier ministre de gauche, Olivier Faure en l'occurrence, qui se porte candidat, et vous renonceriez, à gauche, on renoncerait à utiliser le 49.3 en espérant trouver comme ça des compromis. Est-ce que c'est un scénario possible, Jean-Marc Sylvestre? C'est totalement utopique. C'est totalement utopique, même par rapport à tout ce que vous venez d'expliquer. Parce que le débat auquel vous vous livrez n'est pas celui sur lequel on vous a convoqué, si j'ose dire. Le débat, c'est de savoir si on est d'accord, s'il y a dans ce pays, au niveau de l'élite politique, au niveau de l'élite et de l'opinion publique, on est d'accord sur un diagnostic. Le diagnostic, il est partagé pratiquement par tout le monde. Le Premier ministre nous a fait des grands développements. Mais pas les solutions, Jean-Marc Sylvestre. N'attendez pas. Vous en convenez. Comment? Mais il faut discuter après. Mais pas les solutions. Mais il n'y a pas qu'une voie. Même sur le diagnostic, vous n'êtes pas d'accord. Il n'y a pas qu'une ligne. Vous n'êtes pas d'accord même sur le diagnostic. Sur le diagnostic des 44 milliards, je vous le confirme. Vous n'êtes pas tout d'accord comme la sur le Commission diagnostic européenne, Jean-Marc Sylvestre. Et tout comme l'effort de redressement. Et vous n'êtes pas d'accord sur le diagnostic de l'aspect un peu catastrophique du surendettement en français. Vous êtes partisan d'une économie de la demande. Vous êtes pour une relance de la demande. Pour relancer de l'argent. Pour relancer la croissance aussi. Croyez-moi, il y en a. Allez le chercher à la caisse d'épargne et puis vous verrez qu'il y a du pouvoir d'achat. C'est pas la peine de mobiliser. Mais il y a du pouvoir d'achat pour qui? Pour ceux qui ont des livrets de caisse d'épargne. Mais d'accord, mais il y a des millions de Français qui n'ont plus rien. Ce que je voulais vous dire, c'est que aujourd'hui, la relance économique que nous proposons aussi sur les 19 milliards d'euros de relance que nous proposons, c'est aussi une relance pour la croissance. Vous avez 50% de la croissance qui est faite et qui est constituée par la consommation des ménages. Si vous avez un point de croissance supplémentaire, c'est 15 milliards d'euros qui tombent dans les caisses de l'État. Attention, je ne veux pas casser l'ambiance, mais quand vous augmentez la consommation de 100 euros, il y a à peu près de la moitié qui sont des importations. Bien sûr. C'est-à-dire que ça ne va pas profiter effectivement de notre pays. Je vous parle d'un plan de relance d'investissement public. Donc, mais en partie, la consommation, tout comme l'investissement public. Moi, je parle d'un plan de relance global. Il faut clarifier. Peut-être qu'on peut regarder... Si vous augmentez les impôts, vous risquez de tout casser. Si vous le permettez. C'est très dangereux pour la crédibilité. Peut-être qu'on peut regarder le contre-budget que vous proposez, vous, au Parti Socialiste. Parmi les points les plus marquants, on va la voir, cette petite liste. Le retour à la retraite à 62 ans. Alors, c'est pas celui-là. Il y avait une liste plus précise, mais c'est pas grave. Un retour à la retraite à 62 ans, une relance comme en 80 de 19,2 milliards d'euros, une taxe Zuckman, c'est-à-dire une taxe sur les très hauts revenus, et 27 milliards d'euros de charges en plus. Sur le patrimoine. Pour les entreprises sur le patrimoine, pardonnez-moi. C'est moitié moins que le projet proposé par François Bayrou. Oui. 150 milliards d'euros d'économie. Est-ce que ça suffit? Oui. Aujourd'hui, l'effort qui est demandé à la France pour rétablir sa trajectoire, parce que le sujet, c'est pas simplement un chiffre à un instant T. La question, c'est une trajectoire qu'on fixe dans le temps. Ce que demande notamment la Commission européenne, si on s'en tient à ces niveaux-là, c'est un effort sur une trajectoire budgétaire qui va à 150 milliards d'euros en 5 ans. 150 milliards d'euros en 5 ans, c'est un effort entre 20
et 25 milliards d'euros d'économies par an. Vous voulez aller à 2032, c'est bien un peu loin. Oui, vous perdez en crédibilité sur votre plan. Non, parce que je crois à la fois que, et sur la relance économique par l'investissement, et sur la croissance, et sur la capacité aussi que nous aurons à retrouver des marges de manœuvre, nous pouvons accélérer ce plan. Vous avez vu ce qu'a dit le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici? Il dit qu'il faut revenir sur la trajectoire de François Bayrou, c'est-à-dire celle de 2029. La vôtre, elle n'est pas tenable, en gros. D'accord, mais elle n'est pas tenable. Pierre Moscovici dit qu'elle n'est pas tenable. L'OFCE dit qu'elle est tenable. La Commission européenne dit qu'elle peut être acceptable. Moi, je veux bien, mais il y a un moment, en fait, tout ça est une question de choix politique. On a plutôt dit 2029, La Commission européenne, vous avez raison, dit fin 2029, début 2030. Donc, on n'a pas le temps, excusez-moi de vous couper, mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, par exemple, je n'avais pas vu ça, mais effectivement, vous voulez augmenter les charges de 27 milliards sur les entreprises. Il y a un problème, c'est-à-dire vous voulez augmenter... Vous avez 15 milliards d'euros sur la taxe Zuckman, c'est-à-dire 2% du patrimoine des 1800 familles qui ont plus de 100 millions d'euros. Vous croyez qu'elles vont rester en France? Mais vous savez qu'elles resteront, puisque le dispositif de l'exit tax fait qu'elles ne partiront pas. C'est un fusil à un coup, globalement. Attendez, Marc Patier, elle est au bout de votre... Non, mais le gros problème, c'est que j'entends, effectivement, vous savez que c'est tentant, etc. On n'a plus le temps. Regardez ce qui s'est passé depuis une semaine. L'augmentation des taux d'intérêt, déjà, ça va nous coûter 5 à 10 milliards d'euros. Mais à cause de quoi? À cause, justement, de l'instabilité. À cause de quoi? Et du manque de l'instabilité politique. Du manque de crédibilité. Donc, je ne veux pas être méchant avec vous, mais votre point, il n'est pas crédible. Excusez-moi, mais les marchés n'ont pas augmenté les taux avec la présentation du projet du Parti socialiste. Non, mais ça sera encore pire. La relance de 81, c'est fini avec 83 et un plan de rigueur. Alors, il y a un chiffre qu'il faudrait que BFM montre. Si je vous enverrai le graphique, si vous voulez, il est public. Quand les gouvernements socialistes successifs ont eu des responsabilités, qui a baissé la dette dans ce pays? Qui? Quels sont les gouvernements qui ont baissé les déficits en France? Lionel Jospin et François Hollande. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il y en a d'autres qui ont baissé. Sous Lionel Jospin, Lionel Jospin, c'était la cagnotte. La dette entre 2005 et 2007, elle baisse. J'allais dire, elle baisse. Nicolas Sarkozy pour 2008, elle baisse beaucoup. La crise des subprimes. Oui, mais il y a toujours, évidemment. Non, mais bien sûr qu'il n'est pas responsable. A contrario, Lionel Jospin, c'était une période de croissance très forte qui n'était pas liée à lui, c'était la révolution Internet. Quand c'est les socialistes, il y a des périodes de croissance, et quand c'est les autres, il y en a pas. Et n'oubliez pas, monsieur Puvet, qu'on sort de la procédure pour déficit excessif avant le Covid. Juste avant le Covid. Oui, juste avant le Covid, on sort de la procédure. Qui sont notamment des effets du redressement. Rappelez-vous, parce que je pense que ça a d'ailleurs coûté très cher à François Hollande sur son incapacité à se représenter, sur la trajectoire de réduction de la dette qui a été mise en œuvre. Début 2020, on sort de la procédure. Mais vous vous souvenez pourquoi? C'est parce qu'il n'avait plus le choix. Il y avait effectivement cette pression, les taux d'intérêt commençaient à très fortement augmenter, donc il a dû faire machine arrière. Le souci, c'est qu'il n'avait plus le choix. Donc c'est ça le vrai danger, c'est qu'il faut aujourd'hui, encore une fois, retrouver cette crédibilité et cette confiance. En train d'avoir en ce moment la discussion économique, macroéconomique et financière que devrait avoir l'Assemblée nationale. En réalité, et même plus que ça, je vais vous dire, qu'une élection présidentielle devrait avoir. Ça, je suis d'accord. Et que l'élection présidentielle dernière n'a pas eu. Le fait est que, peu importe, admettons que vos propos et que vos mesures soient bonnes et justes. Le fait est que les 2/3 de l'Assemblée sont contre vos propositions, comme les 2/3 de l'Assemblée sont contre les propositions du Rassemblement national, comme les 2/3 de l'Assemblée sont contre les propos de la Macronie et les solutions de la Macronie. Non, pas les 2/3. C'est un barrage à 3. Parce que typiquement, si vous prenez la taxe Zuckman, il n'y a pas les 2/3 de l'Assemblée qui ont été contre, puisque la taxe Zuckman a été adoptée à l'Assemblée nationale. Donc non, c'est pas le cas. Sur le retour de la retraite à 62 ans, il n'y a pas les... Oui, mais vous avez la navette parlementaire. Mais c'est-à-dire que c'est l'expression du débat parlementaire. Vous voteriez cela avec le Rassemblement national? Ça fera partie du débat, bien sûr. D'accord. Et avec quelle majorité vous pensez gouverner honnêtement? Je vais vous poser une question parce que vous l'avez dit que vous souhaitiez être très clair et très transparent et je vous en remercie parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de tout saisir. Dissolution, c'est pas une hypothèse complètement loufoque. Est-ce que dès le premier tour, il y a une espèce de NFP, Nouveau Front Populaire bis, numéro 2, ou est-ce que vous attendez le second tour pour vous allier avec, par exemple, la France Insoumise? Est-ce que ça, c'est une question qu'on s'est posée, sur laquelle on a tranché au PS? Oui, c'est une question qu'on se pose et qu'on nous pose de manière tellement quotidienne. Que j'ai alors, quelle est la réponse alors? Ça, c'est pas très clair. C'est la 7e fois à laquelle... Mais je vous en prie, tout ça est normal. Nous, ce que nous disons, c'est que s'il y a un risque du Rassemblement national, dans un certain nombre de circonscriptions, nous ferons des alliances avec toute la gauche pour éviter la victoire de l'extrême droite. Premier tour ou second tour? Premier tour, s'il y a un risque de victoire de l'extrême droite dans un certain nombre de circonscriptions. J'ai déjà dit une chose simple. Mon souhait, c'est d'arriver à constituer
l'arc de rassemblement de la gauche qui va de François Ruffin à Raphaël Glucksmann, Là, c'est en mal passant parti. par les écologistes, les communistes et les socialistes. Or, LFI, je l'ai dit de manière très claire, je n'ai aucun problème pour le redire. Mais ce que je dis aussi, c'est que s'il y a un risque que l'extrême droite gagne dans ce pays, alors je souhaite que l'ensemble des forces de gauche, LFI compris, se rassemblent. Parce que j'ai entendu aussi tout à l'heure Manuel Bompard sur le plateau de BFM, et sur des solutions, notamment sur le fond, d'un point de vue économique. Je vois que, en vérité, malgré les discours un peu forts qui peuvent être tenus, il dit exactement ce que nous avons proposé dans notre plan. Alors il peut toujours dire on va pas assez ci, pas assez là, pas assez loin. Mais en vérité, il en partage la quasi-intégralité. Et vous Donc, pouvez faire sans je crois LFI? Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est les Français qui trancheront. Nous verrons. Et ce débat, me semble-t-il, est de toute façon prématuré. Je ne crois pas à l'hypothèse de la dissolution, comme je ne crois pas à l'hypothèse de la destitution. Je pense qu'elle ne serait pas bonne pour le pays, que les Français ne le veulent pas. Et moi, ce que je dis, c'est que le président de la République doit prendre ses responsabilités et assumer le résultat des urnes de juillet 2024 en nommant un Premier ministre de gauche. Est-ce que ça, c'est une possibilité réelle? Est-ce qu'Emmanuel Macron, Bruno Jeudi, peut prendre la décision le 9 septembre de nommer un Premier ministre de gauche? Alors, il n'a pas voulu le faire pendant l'été 2024. Souvenez-vous des 91 jours qui se sont écoulés pendant lesquels M. Jouvet et ses amis, ainsi que M. Bompard et ses amis, ainsi que Mme Tondelier sont allés... il y a eu les Jeux Olympiques. Bon, enfin, après, pendant un mois après, on a eu quand même les consultations. Donc, avant les Jeux Olympiques. Mais... Oui, mais également après. Je me souviens très très bien de la deuxième quinzaine d'août. Il a été un peu traumatisé. 91 jours pour désigner finalement Michel Barnier. Il n'y avait pas de vacances là. Hein. Voilà. Et ensuite, 10 jours pour nommer M. Bayrou après la chute de M. Barnier. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? D'abord, c'est que les deux fois, il ne s'est pas tourné vers la gauche. Il n'a pas voulu nommer. Il a consulté M. Cazeneuve. C'est la seule personnalité de gauche qu'il ait consulté, en tous les cas, dans une perspective éventuelle de le nommer, même si ce n'est pas allé très très loin dans la discussion. Et aujourd'hui, rien ne dit qu'il a changé d'avis. Alors après, donc plutôt non. C'est plutôt non, mais c'est vrai que là, il va devoir chercher un successeur à monsieur Bayrou. Moi, je ne crois pas qu'on soit encore dans une crise de régime. Je pense qu'on est dans une crise politique majeure, mais on n'est pas dans une crise de régime, puisqu'il lui reste la possibilité de nommer un Premier ministre. Donc, la situation n'est pas bloquée. Alors, justement. Maintenant, est-ce qu'il se tournera vers monsieur Jouvet et ses amis, un gouvernement fort? Moi, je pense qu'un gouvernement fort, aujourd'hui, tomberait presque immédiatement. Donc, ça me paraît compliqué. La France Insoumise, d'ailleurs, a déjà dit qu'elle censurerait un gouvernement socialiste. C'était pas si clair tout à l'heure, dans les propos de M. Bompard. C'était plutôt très clair du côté de Mathilde Panot ce matin, en tout cas. Oui, mais ça va vite. Il faut qu'ils se mettent d'accord, peut-être. Mais la tendance n'est pas très positive. Samy Sfaxi, on va faire le jeu du casting, parce qu'il évolue et il y a des nouveaux noms qui entrent dans les pistes possibles. Alors, c'est vrai que alors on retrouve quand même souvent les mêmes. Mais oui, je vous ai préparé quand même une petite surprise. Il y a 2-3 surprises, Bruno, quand même. Ah, d'accord. Allez-y. Sébastien Lecornu, son surprise, il est en tête. Bien sûr, des sondages, absolument. Fidèle parmi les fidèles du chef de l'État, même s'il dit ce soir d'ailleurs qu'il n'est pas candidat à Matignon, mais bon, tout le monde dit ça, donc cette information-là tombe un peu à l'eau. Catherine Vautrin, ministre de la Santé, comme en 2022, mais un peu chouchou du président aussi. Oui, elle a même plutôt gagné du terrain, à mon avis. Oui, avec la gestion du projet de loi sur la fin de vie. La piste Catherine Vautrin. En tous les cas, elle a plus de corps que l'année dernière à la même époque. Elle a marqué des points, en tout cas. Gérald Darmanin, tiens, Bruno, le garde des Sceaux, d'ailleurs, qui a tendu hier la main lors de son discours de rentrée à vous, les socialistes, et aux Républicains. Pourquoi pas? Et puis qui est allé à Brégançon. Et il est allé à Brégançon cet été rencontrer le chef de... Je pense que vous pourriez même le mettre devant... Peut-être, absolument. Mais on n'en est pas encore à la surprise, Bruno. Bernard Cazeneuve, bon, il revient également sur la table assez souvent, même si on n'y croit pas vraiment. Et puis alors, la surprise, ça pourrait être Éric Lombard, le ministre de l'économie et des finances. C'est un peu l'outsider idéal. Qui est de gauche d'ailleurs. Le chef de l'État. Qui vient de la gauche. Proche des socialistes. J'allais dire. Mais je sais pas où ils ont proche d'Olivier Faure. Qui vient de la gauche. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent de la gauche. Il vient de la société civile. C'est un des fondateurs du groupe des GRAC, qu'on a connu autrefois, qui regroupait un certain nombre de hauts fonctionnaires et de chefs d'entreprise qui avaient plutôt l'ambition de définir une politique économique de marché
mais de gauche. Bon, en tout cas, Et puis c'est vrai que c'est lui qui a quand même débloqué pour le budget 2025. Donc il coche pas mal de cases, Éric Lombard. Peut-être pas censuré d'ailleurs par les socialistes. Peut-être Monsieur Jouvet, vous nous direz votre avis. Il a cette étiquette aussi un peu techno, un peu le Jean Castex du gouvernement aujourd'hui. Et il a pris, c'est important, il a pris ses distances avec François Bayrou quand même sur la question de la dette, de la crise financière. Voilà ce qu'il disait au MEDEF la semaine dernière. Je ne crois pas à la crise financière. Le pays est riche, le pays se développe, le pays est géré, il est tenu et les entreprises de France font le travail. Je vois Marc Toiti déjà qui bondit sur sa chaise. C'est le déni de réalité permanent. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il a également ajouté, Marc, nous sommes sur les marchés très régulièrement avec la Direction Générale du Trésor et nous n'avons aucune difficulté à financer notre économie. Et alors en plus, il n'a aucune ambition politique, Bruno. Donc ça pourrait être un... Dans le cas où Emmanuel Macron ne nomme pas un Premier ministre de gauche, est-ce que ça peut être la moins pire des solutions pour vous? Je sais pas. Mais alors, vous y avez réfléchi quand même. La question, c'est la politique qui est menée. Parce que vous savez, moi, j'entends beaucoup de gens qui sont venus un jour de la gauche, qui un jour de gauche, il va mener une politique de gauche. Vous dites, d'accord, mais excusez-moi, Éric Lombard, il a mené quelle politique de gauche là? Depuis qu'il est ministre, je juge pas. Moi, je le juge pas dans son passé. Je juge pas sur ce qu'il a écrit. J'ai pas de problème avec les gens. Comme j'ai pas de problème avec Monsieur Bayrou, j'ai aucune difficulté. Il augmente quand même les dépenses publiques et il augmente aussi les impôts. Donc c'est quand même un peu de gauche. Mais vous voyez, comment vous définissez une politique de gauche. Si une politique de gauche, c'est de continuer à distribuer de l'argent dans un modèle social à fond perdu et des dépenses publiques pour des services publics qui ne fonctionnent pas. Mais ça, c'est une caricature. Non, je sais pas. Mais si, c'est une caricature. Dépenser de l'argent public pour des services publics qui ne fonctionnent pas. Allez dire ça aux agents du service public qui tous les jours se battent pour que les services publics se battent. Regardez les hôpitaux, ça n'est pas une caricature. Oui, mais pourquoi? Parce que les hôpitaux et l'éducation nationale ont été désorganisés. Oui, tout à fait, vous avez raison. Mais par des choix politiques. Ne dites pas que c'est une caricature. Ne le traitez pas comme ça. Si, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit de manière très claire, et nous nous prononcerons sur les orientations politiques. Parce que vous me posiez la question de quelle majorité. Vous mettiez sur votre liste présentée à l'instant Gérald Darmanin, ministre depuis 8 ans de tous les gouvernements de M. Macron, responsable de tout ce qui s'est passé depuis 8 ans, tout comme l'était M. Bayrou. M. Lecornu, fidèle d'entre les fidèles. Madame Vautrin qui a soutenu toutes les politiques. Et donc pourquoi eux, alors que ça n'a pas marché 2 fois d'affilée, auraient à nouveau une majorité? Il y a un moment, moi, ce que je veux dire au président de la République... Moi, je veux dire au président de la République, parce qu'il paraît qu'il regarde beaucoup BFM Télé, si le président de la République nous regarde, non mais qu'à un moment, il se pose la question aussi sérieusement de ce qui se passe dans le pays, il ne peut pas simplement dire, il y a d'un côté les responsables, et le responsable c'est moi, je suis responsable de tout. Oui, monsieur le président, vous êtes responsable de la situation. Et bien à un moment, il faut changer. Mais ça, c'est une vraie question. Victor Ayrault, alors attendez, la venue d'une Catherine Vautrin, d'un Gérald Darmanin, d'un Sébastien Lecornu, ça changerait quoi? Les blocages resteraient les mêmes? Ça ne changerait strictement rien, si ce n'est que ça agacerait davantage ceux qui ne sont pas dans ce camp-là. Mais c'est la logique du centre, si vous voulez, c'est de se dire qu'on est à équidistance de tous les autres points et que donc ça doit forcément retomber vers nous, balle au centre à chaque fois, puisque on va être ceux qui vont le mieux contenter les autres puisqu'on est au milieu. En réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais est-ce qu'on n'en est pas à un stade justement où Emmanuel Macron là va se dire bon là il va falloir que je fasse quelque chose? Mais en réalité, le problème c'est que si Emmanuel Macron, à mon avis, si j'étais le président de la République, je ne tenterais pas. C'est pas encore mon projet, parce que c'est mon projet. Mais si j'étais le président de la République, tout peut arriver dans ce débat. C'est ça que je trouve ça extrêmement. Il était pour la dissolution. Pour la démission, voilà. Il a un plan derrière. Je ne mettrais surtout pas quelqu'un de mon propre camp, parce que ça me renverra forcément la question au bout d'un moment. Si j'étais le président de la République, au contraire, je mettrais quelqu'un de gauche qui se ferait censurer inéluctablement au bout d'un moment, à mon avis, à mon sens. En tous les cas, il le tente. Exactement. Mais je mettrais quelqu'un de gauche qui se fait censurer, puis je mettrais Jordan Bardella qui se ferait censurer à son tour, et là, je dirais effectivement, nous sommes bloqués, revenons à mon point. Mais on ne peut pas directement embrayer avec un Gérald Darmanin ou avec une Catherine Vautrin, personne ne comprendrait le message, si vous voulez. Il faudra ressortir l'hypothèse d'un gouvernement technique. C'est possible, on peut imaginer un gouvernement technique. Attends, ça ne change pas l'Assemblée nationale. Non, ça ne change pas l'Assemblée nationale, mais si on se met d'accord sur le diagnostic, si on se met d'accord sur la situation, si on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui il pleut et demain il va pleuvoir encore plus. Mais Jean-Marc Sylvestre, il n'y a pas qu'une orientation politique dans ce pays. Non, bien sûr. Ça n'existe pas, les gouvernements techniques. Mais non, mais arrêtez, ce sont les technocrates qui racontent ça. Arrêtez. Si vous n'êtes pas content des résultats politiques, il faut
supprimer la démocratie tant qu'on y est. 40%. Il y a des orientations politiques, il y a des gens qui votent, il y a des partis politiques qui présentent. Mais cela dit, il y a un sondage. Il n'y a pas le camp de la vérité et le camp de ceux qui ont tort. Il y a un sondage qui est sorti, pardonnez-moi, qui va dans votre sens. 40% des Français souhaiteraient justement un ministre apolitique issu de la société civile et du monde de l'entreprise. Vous l'avez dit, Julie, apolitique, ça veut dire pas un technocrate. Parce que là, effectivement, si on a des techniciens, technocrates, des hauts fonctionnaires, ça va mettre une distance avec les gens, ce serait une catastrophe. Vous savez, Marc, toi, ce que ça fait, ça, un gouvernement de technocrates? Ça fait l'Italie. Les Italiens, ils l'ont fait, le gouvernement technocrate. Ça fait l'extrême droite. C'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. Après, ça amène l'extrême droite parce que quand on enlève... Alors, attendez. C'est là où je voulais en venir. Parmi les gens qui peuvent éventuellement postuler à ce type de fonction, on avait Thierry Breton en France, qui avait ce profil. Mais en Italie, l'exemple italien, il va falloir que vous vous penchiez dessus. Pour avoir Giorgia Meloni, mais ça, c'est sûr que moi, je me battrai contre ça. Ce n'est pas Giorgia Meloni, c'est Mario Draghi. C'est Mario Draghi. Cherchez Mario Draghi. Le patronat, bien Mario Draghi dont vous parlez. Jeudi, il cherchait Mario Draghi. Mais il n'y a pas de Mario Draghi en France, malheureusement. Qu'est-ce que vous en savez? Moi, je peux vous le dire. Qu'est-ce que vous en savez? Mais Mario Draghi, il parle à une part sur la partie libérale, sur la. Enfin, Mario Draghi aujourd'hui en France. Vous avez lu son rapport? Ah oui, je vous confirme. Oui, je vous confirme. Je l'ai bien lu. J'ai bien lu le bon. Je suis député européen. Vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai à peu près une vision à peu près d'ensemble sur la politique économique. Vous savez, je vous le redis, il n'y a pas une vérité d'un côté et ceux qui ont tort de l'autre. D'une certaine façon, gouverne l'Italie. Bien sûr. D'accord ou pas? Je crois pas. Je ne crois pas que Mario Draghi gouverne aujourd'hui l'Italie. Je pense que les politiques, je pense en tout cas que des politiques qui sont mises en œuvre par Madame Meloni ne vont pas dans le sens de ce que dit Mario Draghi. L'Italie est sortie. Je sais pas si elle est intelligente. Mais en tout cas, moi, c'est pas le modèle que je veux ni pour la France ni au niveau européen. Que ce soit de gauche ou de droite, l'Italie est sortie de son piège. Mais l'Italie est encore plus en déficit que la France aujourd'hui. Il est plus fort que nous. C'est devenu un paradis fiscal. Mais est-ce que la dette italienne est plus forte que celle de la France? Oui ou non? Oui, elle est plus forte. Est-ce que l'Italie emprunte sur les marchés de manière plus élevée que la France? Oui ou non? Oui. Non, désolé. Aujourd'hui, depuis une semaine. Depuis une semaine. Attendez. En termes de taux d'intérêt, mais par contre, en termes effectivement d'émission de dette, c'est la France qui est numéro 1. Mais en termes de taux d'intérêt. Oui, en termes de taux d'intérêt. Moi, je vois effectivement, aujourd'hui, le pays, le premier fournisseur de dette publique de la zone euro, c'est malheureusement la France. Et où est concentrée la dette italienne? Dans quel pourcentage est concentrée la dette italienne? Il y a deux exemples en Europe. Il y a un élément très important que vous devez savoir, c'est que aujourd'hui, 54% de notre dette publique est détenue par des étrangers. En Italie, c'est à peu près 25%. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins dépendants de nous que l'étranger. Et c'est ça qui est très dangereux. C'est qu'effectivement, aujourd'hui... Mais c'est le problème de la souveraineté française. Mais ça fait très longtemps que... Donc ce qui fait que malheureusement, si effectivement on dérape encore... Mais Marc, ce qui est beaucoup plus grave encore... N'oubliez pas que l'Italie a réduit son déficit. Que nous l'avons encore augmenté. Surtout ces 8 dernières années, c'est ce que je dis. Marc, ce qui est beaucoup plus grave encore, c'est que les Français eux-mêmes, qui sont les plus gros épargnants du monde, n'investissent pas dans la dette française. Parce qu'ils n'ont pas confiance dans la gouvernance française, dans la façon de gouverner. Alors, pour le coup, si vous voulez les chiffres, mais non, mais je les ai les chiffres. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais vous êtes d'accord avec allez voir, bien sûr. Bon, bah alors mais ça, allez voir aujourd'hui. Le problème, c'est que les banques françaises, si vous voulez faire un dépôt, des dépôts de garantie, si vous voulez faire des comptes à terme, on va rentrer un peu dans la technique. Prendre une assurance vie, c'est comme ça. Votre banquier, il va pas vous conseiller des dettes françaises, même pas des dettes européennes. Mais en fait, c'est son problème. Mais c'est ça la complexité, c'est que les Français, ils vont pas dire tiens, on va aller investir dans. C'est d'ailleurs un des projets politiques que nous avons porté nous pendant la campagne des européennes. Donc si vous voulez, problème de confiance simplement dans nos dirigeants. Évidemment qu'il y a un problème de souveraineté. Les Italiens investissent en Italie. Oui, mais évidemment qu'il y a un problème de souveraineté. Mais depuis 8 ans, il y a un problème de souveraineté. Et de patriotisme également. Et de patriotisme économique. Mais qui est président de la République depuis 8 ans? Quels ont été les choix qui ont été faits? Moi, je veux bien que tout le monde soit responsable de tout. Mais ce que je vous dis, c'est que depuis Giorgia Meloni. Oui, parce que je trouve que la politique, notamment sociale, qui est mise en œuvre et de rejet lié à l'immigration, me dérange profondément. C'est pas de rejet pour le coup. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est, pardon, un instant, c'est que depuis 8 ans, il y a une politique qui est menée, qui conduit aujourd'hui au fiasco économique que vous décrivez et que nous décrivons tous, et que les mêmes musiciens qui font ce bal de mauvais goût veulent encore rejouer la même musique. Eh bien, ce n'est plus possible. Je suis d'accord, mais ça sera peut-être pire avec vous. C'est ça qui m'inquiète encore plus. Parce que d'ailleurs, ces dernières années, vous avez vu d'ailleurs, il y a une hypothèse aussi, vous évoquez Thierry Breton, ex-commissaire européen. La coalition, ça ne marche pas, dit-il. Il y a alors une troisième voie. Appelez le responsable du premier parti à l'Assemblée. Qui est-il? Le Rassemblement national. Bien sûr. Mais il a raison. Bien sûr,
Non, mais il a raison. À C'est le partir du premier moment parti. où Prenons même à l'envers la question, parce que ça, pour le coup, c'est pas parce que je serai proche du Rassemblement national ou que je voterai Rassemblement national, ça n'a rien à voir avec tout cela. En revanche, Personne ne l'a dit. la chose, non, mais on a parce que simplement je m'attends à ce que ça vienne dans la discussion à un moment, mais la raison d'être, tout le blocage, en réalité, vient, et c'est d'ailleurs le sens de ce mot, du barrage républicain. Tout le blocage de ce pays vient du barrage républicain, dont la seule raison, il n'aurait pas eu la majorité absolue, non, pas absolue, mais ils auraient eu une majorité qui les rendait indispensables dans la discussion. Mais le barrage républicain, et on n'en sait rien qu'il n'aurait pas eu le barrage. Non, vous voyez bien, aujourd'hui, si vous regardez l'arithmétique du deuxième tour l'année dernière, enfin, l'issue du premier tour et ce qui s'est passé, c'est impossible. Franchement, peut-être qu'avec un barrage qui aurait moins bien fonctionné, et ce sera le cas la prochaine fois, parce qu'on voit bien que dans le sondage, 53% des Français sont désormais hostiles. Oui, mais les partis ne le sont pas. C'est les partis qui font le barrage, c'est pas les Français. Oui, mais enfin bon, Renaissance, les électeurs Renaissance rentrent dans cette catégorie-là, ce qui n'était pas le cas il y a un an. Oui. Même avec ça, allez, peut-être 70, 80 députés RN en plus. Mais ça rend ce parti, mais ça fait pas 280. Ça rend ce parti, comment dire, impossible à écarter de la discussion. Or, tout le problème de la vie politique française aujourd'hui est qu'on essaye d'écarter des partis impérativement de la discussion, que ce soit la France Insoumise ou d'autres, ou la Macronie, ou le Rassemblement National. Il se trouve que le Rassemblement National représente à lui seul, un quart de l'Assemblée. On se prive de un quart de l'Assemblée de la discussion. Vu ce qui sort des urnes en 2024, puisque c'est la photo de départ. Oui. Honnêtement, et à l'époque, je défendais pas forcément ce point de vue. Avec le recul, il fallait peut-être tenter la gauche, qu'elle se plante, et ensuite Emmanuel Macron avait peut-être un peu Merci Bruno Jeudi, vous y venez au bout de 1 an et demi. Il a quand même dit qu'elle se plante. On peut très bien. Non, mais... Ne vous réjouissez pas trop. La gauche n'aurait pas pu réussir. Mais quelque part, Emmanuel, et quelque part, on n'a pas. C'est vrai que c'est le bloc arrivé en tête. Alors après, il y a le bloc et il y a le parti. Victor a raison que c'est quand même le RN qui est le premier parti, ça c'est incontestable. Mais 133, ça fait quand même moins que l'ensemble de la coalition de gauche qui n'aurait pas fonctionné, parce que quand on voit l'état des relations entre Manuel Bompard et Olivier Faure, on a compris qu'il y a quand même assez peu de chances que ces gens-là ne passent pas seulement leurs vacances ensemble, mais surtout pas dans le même. La question de savoir qui aurait été ministre de quoi, ça aurait déjà créé suffisamment d'engueulades, à mon avis. Mais en tous les cas, pour Emmanuel Macron, ça lui enlevait un des reproches qu'on lui fait aujourd'hui, c'est de ne pas avoir essayé. Donc, mais vous ne croyez pas à l'hypothèse du test du Rassemblement national à Matignon? Non mais attendez, c'est surtout que le Rassemblement national. Non, je n'y crois pas, mais je vais vous dire un truc, Macron est très imprévisible. Donc, oui, mais Bruno Jeudi, le Rassemblement national n'en veut pas. Oui, Jordan Bardella veut s'assurer d'une majorité avant d'être nommé à Matignon. Avec qui le Premier ministre peut conclure un accord. Alors, il y a une chose, pardonnez-moi. C'est ça et je ne comprends pas pourquoi les chefs de parti, et vous faites partie d'une direction de parti, pourquoi ils n'essaient pas de se mettre ensemble pour réfléchir à un accord technique. Il faut un budget pour 2026. Vous aurez le temps de vous mettre dessus pour la présidentielle en 2027. Mais c'est la méthode. Vous allez faire une campagne présidentielle de 40 jours, après vous serez les premiers à pleurer. C'est la méthode, excusez-moi, c'est la méthode que nous proposons. Mais sur une orientation politique de démarrage, comme le veulent les institutions. Mais d'ailleurs, retour à la retraite à 62 ans. Mais vous avez vu à quel niveau. Mais Bruno Jeudi, vous avez vu à quel niveau met le débat François Bayrou? Et à quel niveau a-t-il mis le niveau Michel Barnier? Nous disons une orientation politique claire. Nous disons une orientation politique claire parce qu'il faut donner un cap. C'est les institutions de la Ve République. Non, parce que nous, contrairement à François Bayrou, nous disons, et c'est quand même la clé de ce qui est en train de se passer, c'est à l'Assemblée nationale, le pouvoir est à l'Assemblée. Nous disons, nous nous privons de l'outil institutionnel du 49.3, c'est-à-dire que le gouvernement ne pourra pas passer en force, c'est-à-dire que le gouvernement devra respecter à la fois ce qui se passe à l'Assemblée, ce qui se passe au Sénat, les navettes parlementaires de la commission mixte paritaire pour avoir des propositions et des projets pour les Français et donc un budget. Du côté du excusez-moi, RN, c'est ce qui est plus démocratique. On croit dur comme fer à la dissolution. C'est ce qu'ils espèrent, eux, au Rassemblement national. Ils sont dans les starting blocks. Ils ont réuni cet après-midi leur bureau de campagne des élections législatives. On écoute Jordan Bardella. La dernière fois que nous avons réclamé la dissolution de l'Assemblée nationale, nous l'avons obtenue parce qu'il y a eu un résultat sans appel lors des élections européennes et qu'il y a eu un besoin de se tourner vers les Français. Je ne vois pas d'autre issue aujourd'hui que de revenir devant les Français pour évidemment dégager une majorité d'alternance et surtout dégager un cap clair et une vision pour la nation, parce que pendant ce temps, les attentes des Français sont évidemment demeurent sans aucune réponse. 85% des candidats RN sont prêts en cas d'une nouvelle législative.
Oui, ils sont prêts. Et en fait, ils se préparent quasiment depuis la dernière dissolution, hein, en fait. Le but est de professionnaliser, bien sûr, le parti, de montrer que cette fois-ci, on a à peu près fait le tri. Il n'y aurait pas... Ce serait des gens Ils ont recours d'ailleurs pour la première fois à un prestataire qui passe au crible justement les comptes des candidats, les réseaux sociaux, etc. L'objectif, c'est de ne pas répéter justement les erreurs passées qui ont pu leur coûter, alors certainement pas 60, 70 ou 80 postes de députés, mais un certain nombre quand même, et surtout qui ont contribué à ternir l'image. Donc c'est un parti c'est assez impressionnant, hein, parce que quand vous les suivez un peu sur le terrain, ils se professionnalisent, ils sont là, ils investissent tous les sujets, vous les retrouvez dans des endroits, dans des lieux qui n'étaient fréquentés jusque-là que par la gauche. Je vais vous donner un exemple, les centres de rétention administrative. Jusque-là, c'était plutôt la gauche qui les visitait pour expliquer à quel point ça pouvait porter atteinte à certaines libertés, etc. Aujourd'hui, très fréquemment, vous avez ces députés RN qui prennent possession de ces lieux-là, qui visitent, qui travaillent, qui préparent leurs fiches. C'est une espèce de mue, hein, qui est en accélération avec et qui marche. Et qui marche. Alors ça, c'est un petit peu difficile à voir parce qu'il faudrait une prochaine dissolution. Ce qui est sûr, c'est que le résultat de la dissolution précédente n'a pas été en soi honteux. Donc, il mise en effet sur des députés supplémentaires. Honnêtement, la perspective d'une majorité absolue est quand même très éloignée. Mais c'est aussi... 140 députés là avec les ciotistes, en gros, à l'heure qu'il est. Et puis un point d'interrogation, et qui est d'un point de vue de droit passionnant, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen, avec sa stratégie, qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer, hein, je crois que c'est Charles Sapin qui en avait révélé justement le contenu dans Le Point, qui veut tester, venir gratter à la porte des juges administratifs pour savoir dans quelle mesure son éligibilité est-elle constitutionnelle, légale ou non, et si justement elles ne peuvent pas sauter. Donc il y a beaucoup de... Le chemin pour Marine Le Pen est étroit, mais elle peut réussir à être candidate. C'est une question juridique. Hein. Alors là, pour le coup, c'est vraiment extrêmement compliqué. C'est vrai qu'il y a un trou de fourmi, pour reprendre la formule du moment, qui passerait peut-être par une QPC, question prioritaire de constitutionnalité. Enfin, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'il y a cette possibilité. Marine Le Pen a beaucoup travaillé cette idée-là avec ses avocats cet été. Je pense quand même qu'il s'est passé quelque chose, puisque... Quand même, bon, c'est vrai que François Bayrou, il fait tout à l'envers, qu'il n'a pas appelé le PS, qu'il n'a pas rappelé le RN pendant le mois d'août, mais quand même, pendant le mois de juillet, il a eu des discussions. Qu'on le veuille ou non, il y a eu des discussions. Et lui, dans cette discussion, il a le sentiment que le RN va rester neutre à un moment, et donc ne va pas mêler ses voix à celles de la gauche. Et il reste là-dessus, et il est surpris. Il tombe même des nues lundi soir quand il voit, sitôt la conférence de presse terminé, le tweet de Marine Le Pen. Et donc il est pris à revers. On peut considérer que c'est de la naïveté, qu'il y en a qui ont parlé d'un harakiri politique. Peut-être que tout ça est un peu mélangé. N'empêche, il a cru à un moment que Marine Le Pen, à cause de cette histoire de justice, ne resterait plutôt calme jusqu'à son procès. Il s'est trompé. Le RN qui se dit prêt ce soir, par les mots de Jean-Philippe Tanguy, à gouverner avec une majorité relative raisonnable. Votre regard d'économiste en cas de victoire du RN à une possible justement, c'est ce qui est également surprenant, parce qu'on voit effectivement les différents débats, puis ils essayent de se muscler d'un point de vue économique. Alors on en est encore loin, évidemment, même sur la question de la retraite. Là, en arrivant, je voyais tout à l'heure, effectivement, on commence à reculer un petit peu, en disant, bon, on va trouver un compromis, etc. Ils changent souvent leur fusil d'épaule, hein. Exactement. D'un point de vue économique également, ils disent, voilà, ils ont bien compris l'enjeu, effectivement, de la surfiscalité en France, donc ils seraient plutôt tendance à la baisser. Après, réduction également des dépenses publiques. Il y a quand même une surestimation sur les dépenses liées à l'immigration. Et c'est 60 milliards, ça paraît quand même beaucoup. Je pense que c'est peut-être 20 milliards si on supprime la plupart des aides. Alors après, on verra effectivement dans le détail, notamment les dépenses de fonctionnement. Mais c'est vrai que c'est nouveau, parce qu'ils essayent d'améliorer leur discours économique, alors que c'était vraiment leur point faible. Et donc voilà, ils essayent de se donner, je dirais, une image de gouvernement. Après, tout le problème... Pour autant, sont-ils crédibles? On n'y est pas encore. Non, mais l'enjeu, il est très clair. L'enjeu, c'est effectivement que ce soit effectivement le PS, voilà, ou le RN, etc. Quel est le programme et quelle est la crédibilité en termes de baisse
je dirais, de ce déficit. Pour l'instant, on voit que M. Bayrou n'y arrive pas, parce que même lui, même sans effectivement cette motion de confiance, etc., cette question de confiance, le budget n'y était pas, on n'y était pas. Encore une fois, on allait encore dépasser effectivement les chiffres. Donc là, c'est très important. C'est-à-dire, quelle est la crédibilité? Il faudra des mesures très claires, très concrètes, et derrière, effectivement, une vraie majorité pour gouverner. Moi, ce qui m'inquiète quand même, quand on voit ce qu'on a entendu ce soir, c'est on est quand même dans un sacré capharnaüm. C'est-à-dire qu'on se dit, que va-t-il se passer après le 8 septembre? Alors, il y a plein de solutions. Là, on va dire, M. Macron, effectivement, les cartes sont entre ses mains, mais on a l'impression qu'il ne sait pas trop jouer, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Et c'est ça qui est inquiétant. Et on se dit, on a une instabilité incroyable, donc certainement, alors peut-être une dissolution, ou alors... Que les marchés n'aiment pas. Une démission. Les marchés n'aiment pas, mais pas que les marchés. Pas que les marchés, je pense. Les Français au sens large. Oui, mais... En ont ras-le-bol. Une proportionnelle avec prime à la majorité il y a deux choses qui me choquent aujourd'hui quand on voit, parce qu'il y a trop de parisianisme. Une proportionnelle, vous dites ? Quand on va en province, il y a deux choses qui me choquent aujourd'hui. C'est effectivement cette animosité à l'égard de M. Macron, et puis également ce ras-le-bol, cette inquiétude qu'il y a sur l'avenir de la France. Et ça, il faut qu'on en soit conscient. Inquiétude autour de l'instabilité politique. Vous évoquez la... J'évoquais, puisqu'il ne faut pas aller dans de tels extrêmes que la démission du président de la République, mais je parlais simplement du fait majoritaire. Mais c'est vrai qu'une proportionnelle, une élection proportionnelle avec prime à la majorité, c'est-à-dire que celui qui arrive devant, contrairement aux autres, n'a pas la proportion de sa victoire, mais remporte au moins 50% des sièges à l'Assemblée, permet de débloquer également la situation. Ça, c'est prévu pour quand alors ? Puisque pour l'instant, personne ne le veut, à part le Rassemblement national et François Bayrou voulait une proportionnelle. Il ne parlait pas de prime à la majorité. Le seul parti aujourd'hui en France qui veut cette prime à la majorité avec proportionnelle, c'est le Rassemblement national. Pour cause, c'est celui qui arrive devant à chaque élection. Donc il se dit, j'aurai la majorité à chaque fois. Pays où ça existe quand même, le proportionnel avec la prime majoritaire à 50%. Ça permettrait de débloquer. En tous les cas, ça fait de facto, par définition, une majorité, ça c'est certain. Je suis d'accord, mais est-ce que c'est juste ou pas? C'est de la proportionnelle simple à la proportionnelle. Merci beaucoup. C'est un beau capharnaüm pour reprendre les mots de Marc Paty. Ce sera la conclusion. Oui, vous avez été clair. On n'a pas beaucoup avancé, mais vous avez été clair. On a donné des orientations, des lignes. Et d'ailleurs, sur votre graphique, il y a eu une petite erreur. C'est pas 27 milliards d'euros d'économies sur les entreprises. C'est 5 milliards. Je le précise pour pas affoler les marchés. On rectifiera ce petit graphique. Je passe le message en régie. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Bonne nuit sur BFM TV. Non, ma rédactrice en chef me dit il est juste le nôtre. On continuera le débat plus tard, Pierre Jouvet. Bonne nuit à tous sur BFM TV. À demain, 22h00.